Voilà, super. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour cette conférence sur le thème donc, de l'exploration spatiale, un défi pour la microbiologie de demain. C'est une conférence qui est organisée par l'équipe iGEM Toulouse 2020, dont je fais partie. Et cette année, nous participons à une compétition internationale de biologie synthétique qui est l'iGEM. Donc, l'iGEM, c'est une compétition de biologie synthétique qui regroupe plus de 300 équipes chaque année d'étudiants. Et ces étudiants viennent des plus grandes universités du monde, à travers le monde. Et ces étudiants viennent avec un projet, un projet innovant qui répond à une problématique actuelle par le biais de la biologie synthétique. Donc, la compétition se divise un petit peu en 3 étapes. Une première étape qui a débuté en décembre, qui est une étape de brainstorming, dans laquelle on a élaboré, on a réfléchi à un projet qui nous tenait à cœur. Ensuite, depuis juin jusqu'à aujourd'hui, nous réalisons ce projet au laboratoire en faisant des expériences. Et la phase finale, c'est la présentation du projet. Donc, cette année, c'est le projet iGemini au cours d'un meeting virtuel, mi-novembre. Donc, cette année, l'équipe est constituée de plusieurs étudiants, dont 5 de l'INSA Toulouse, Solène Frappard, Arnaud Bruel, Pierre Demoux, Elliot Goguet et Cécilia Brancheriot. Donc, ils viennent de l'INSA Toulouse, qui est une école d'ingénieurs, ici à Toulouse, et 3 étudiants de l'Université Paul Sabatier, dont moi-même, Lorraine Adam, Anton Mikhailiuk et Laura Balcells. Et tous ces membres d'équipe sont ici présents à cette conférence également. Nous tenons à remercier chaleureusement tous les encadrants, chercheurs et doctorants qui nous ont aidés pendant ce projet, ainsi que tous les experts qui nous ont aidés à travers tout le processus d'élaboration de iGemini. Nous voulons également remercier les intervenants de cette conférence. Donc, tout au long de cette conférence, nous allons réfléchir, discuter autour de la thématique qui est la microbiologie et la biologie de synthèse comme étant essentielles à l'exploration spatiale. Tout d'abord, Brigitte Godard, médecin des astronautes, va nous parler de l'impact sur la santé des astronautes des voyages dans l'espace. Ensuite, Yves Gourina, professeur de mécanique des structures à ISAE Supaéro, nous présentera la place de la recherche pour l'exploration spatiale avec son application sur Terre et dans l'espace. Ensuite, Gilles Truand, chercheur au Toulouse Biotechnology Institute, nous présentera, mettra en lumière les possibilités infinies que peut apporter la biologie synthétique et ses différentes applications. Et ensuite, Solène Frappard, ici présente, nous présentera le projet iGemini que l'on défendra au cours de la compétition cette année, mi-novembre. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Brigitte qui va nous présenter son intervention. Je pense que ouais, vous pouvez partager. Super. C'est bon, vous voyez? C'est bon. Merci beaucoup. Je n'arrive pas à retourner sur la première diapo. Voilà, bonsoir à tous. Merci Lorraine pour cette présentation et bonsoir à toute l'équipe du projet et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent ce soir. Donc effectivement, je suis médecin des astronautes. J'ai travaillé pour le MEDES, donc l'Institut de médecine et de physiologie spatiale de Toulouse, qui est bien connu ici de la Cité de l'Espace avec lesquels nous avons beaucoup de projets. Depuis de 2010 à 2016, j'ai été médecin notamment de Thomas Pesquet. Et puis, après une petite interruption, j'ai fait un peu de recherche et de retour à la médecine générale. Me voici de nouveau au Centre européen des astronautes où je travaille pour l'agence spatiale italienne. Mais vous savez, il n'y a pas de… Voilà, la France, l'Italie, l'Allemagne, nous travaillons tous d'un commun accord et projet pour les Européens. Voilà. Donc, ce que nous allons voir ce soir, c'est le rappel des contraintes de l'environnement spatial, donc la microgravité, les radiations solaires et galactiques, et puis le confinement
qui explique vraiment la difficulté pour un astronaute de vivre à bord de la station. Les conséquences de ces contraintes sur le corps humain, donc les impacts de la microgravité, les impacts des radiations et l'impact de ce confinement. Puis, nous verrons les perspectives pour le futur, la médecine spatiale d'aujourd'hui, la médecine spatiale du futur et la place des plantes et des micro-organismes. Et c'est ainsi que je vous expliquerai comment j'ai été vraiment très, très motivée par l'équipe et son idée. Et donc, j'ai tout de suite accepté de les soutenir dans leur projet. Alors, donc l'environnement spatial, l'être humain est vraiment fait pour vivre sur Terre. Et c'est ainsi que dès que vous allez quitter cet environnement, vous allez vous confronter à un certain nombre de contraintes. Et vraiment, le milieu spatial est vraiment très, très néfaste, hostile pour l'homme. Alors, il y a d'un côté la microgravité, comme vous le voyez sur l'image de gauche, où l'ensemble du corps humain est vraiment affecté par cette microgravité. On le verra plus en détail plus loin. Puis sur la droite, vous avez les radiations solaires. Donc la station, elle est actuellement donc, entre 300 et 400 km d'altitude. Donc nous sommes relativement protégés. Mais c'est vrai que il y a de toute façon plus de radiation que quand nous sommes sur Terre. Mais pour des projets de très longue durée, il va falloir vraiment qu'on évolue et qu'on trouve d'autres systèmes de protection. Et puis enfin, il y a l'environnement et l'atmosphère clos, l'isolement des familles, etc., qui va être une troisième contrainte. Alors, donc, parmi ces contraintes, donc, je vous ai dit que la microgravité était quelque chose avec laquelle on est né. Hein, nous sommes nés sur Terre. Enfin, du moins, je pense que la plupart d'entre nous sommes nés sur Terre. Et donc, nous sommes habitués à ce que nos muscles, pour peut-être le plus simple, et notre système ostéomusculaire soit vraiment lutte contre cette gravité. Et donc, si nous n'avions pas ce système musculaire bien entraîné, nous serions donc fixés au sol, ce que j'ai coutume de dire. Donc, sur la gauche, là, vous avez en fait la répartition des fluides dans le corps. Et donc, en temps normal, donc sur Terre, vous allez me dire, mais vous nous dites qu'on est cloué au sol. Donc, effectivement, les fluides seraient vraiment plus au sol. Mais comme il y a un système vasculaire qui fonctionne bien, on a une répartition relativement homogène parce que le corps s'est adapté. Quand vous êtes dans l'espace, c'est ce qui se passe au B. Donc, dès que vous arrivez dans l'espace, vous avez cet aspect bouffi des astronautes au niveau du visage, parce que les fluides vont aller se répartir au niveau de la partie supérieure de la tête. Et puis, on sait, c'est au bout d'un mois, le corps va s'adapter. Le corps, je dis toujours, c'est une excellente machine qui va vraiment très, très bien s'adapter. Donc, il n'a plus les contraintes de l'espace, il va se débrouiller autrement. Et c'est ainsi qu'au milieu, vous avez le système ostéomusculaire qui va vraiment compatir de cette absence de gravité, puisqu'il n'a plus besoin de travailler, il n'a plus de force à faire pour se maintenir au sol. Donc, les os ne vont plus avoir cette résistance et on va perdre notamment les parties les plus importantes, ce qui est en noir sur ce graphique. Et si pour des femmes en période de post-ménopause, vous savez qu'on parle de l'ostéoporose post-ménopausique, qui est un facteur de gravité sur Terre parce qu'on va perdre beaucoup d'os et on peut casser le col du fémur, vous en avez tous entendu parler. Une femme en post-ménopause va perdre 1% d'os par an, là où un astronaute, en moyenne, bien sûr, va perdre 1% d'os par mois. Donc, c'est vraiment global. Et puis, j'ai voulu vous montrer aussi les retentissements au niveau du système oculaire. Donc, c'est récent. Enfin, bon, vous voyez, en fait, au tout départ, on s'est surtout intéressé au système cardiovasculaire, puis ensuite osseux, parce que c'est ce qui apparaît tout de suite. Puis, par la suite, nous nous sommes rendus compte que les astronautes avaient des modifications de la vision dont on ne connaît pas encore l'origine parfaite, mais on pense qu'il y a à cause de la répartition des fluides vers la partie supérieure notamment du corps, et vous avez un aplatissement du globe oculaire qui va être responsable de conséquences parfois en vol et aussi en post-vol, et ça va être comme la perte osseuse, on va pouvoir s'en rendre compte, ça va pouvoir s'améliorer, mais on peut avoir des séquelles qui perdurent pendant un certain nombre de temps. Alors, les radiations, donc vous voyez, en fait, l'exposition annuelle à bord de la station est de 500 microsieverts. Pour vous donner une comparaison, une radiothorax, vous allez avoir une exposition de 0,02 microsieverts. Donc, il y a une grosse différence. Pour des missions sur Mars, on considère qu'un astronaute donc, va être parti environ 18 mois, donc le temps du trajet, le temps de rester sur place et de revenir. Donc, ça va être à peu près un sievert. Et donc, si nous acceptions, même actuellement pour des vols de longue durée, si on acceptait justement les mêmes limites que sur la Terre, on ne pourrait pas voler plus de 100 jours. Or, la plupart des vols actuellement sont 6 mois, donc 160 jours à peu près.
Donc, je ne vais pas entrer dans le détail parce que sinon, on n'aura pas le temps d'aller plus loin. Et donc, la troisième partie dont je voulais vous parler, c'est l'environnement et l'atmosphère clos. Alors, l'environnement, donc, comme vous le voyez sur le cliché du bas, là, en fait, la station, donc, il va y avoir une alternance du jour et de la nuit toutes les 90 minutes. Donc, 45 minutes de jour, 45 minutes de nuit et tout ça, donc 16 fois dans la même journée. Alors, vous allez me dire, en fait, dans la station, il n'y a que si nous sommes dans un endroit précis où on va le voir, là, parce que finalement, on va avoir une lumière d'ambiance dans la station, mais le corps humain, lui, avec le système de production des hormones, va le sentir. Donc, c'est complètement quelque chose qui va le bouleverser parce qu'on a des hormones qui vont plus être produites le matin, d'autres le soir. Donc, ça, c'est un environnement qu'il va falloir prendre en compte. Et bien évidemment, quand on a des sorties extravéhiculaires, il va falloir s'adapter à ces changements d'atmosphère et de pression. Voilà. Alors, si je reprends toutes les contraintes au niveau microgravité, donc on va avoir le mal de l'espace, le déconditionnement neurologique, l'ostéomusculaire, on en a beaucoup parlé, le déconditionnement cardiovasculaire, et ce qui va être responsable, vous savez, à l'atterrissage de ce qu'on appelle l'intolérance orthostatique. Et vous ne voyez jamais un astronaute debout d'emblée dès qu'il sort de la capsule. En général, on le met assis. Les altérations du goût, les problèmes gastro-intestinaux, les changements immunologiques. Comme je vous le disais en démarrant, tout le système humain va être impacté par ces changements. Les radiations solaires vont entraîner de nombreuses modifications. Alors, il y a des risques de cataracte, ça c'est parfaitement connu, mais ce n'est pas trop grave. Les risques de cancer sont évalués, ce sont plus des risques à long terme. Mais si vraiment pour des missions de longue durée, il y avait une dose aiguë, ça pourrait être létal. Et actuellement, on le suit par des analyses génétiques. Et vous voyez, sur la gauche, on peut voir des modifications avec des cassures et des modifications génétiques qui, quand on va les suivre en pré- et en post-vol, il faut attendre des fois 1 an après le retour pour qu'on ait une réparation. Mais ça va la plupart du temps se réparer tout seul. L'environnement, donc ça, je pense que je ne vais pas détailler parce que je pense que je vais déjà avoir dépassé mon temps, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, en dehors de l'atmosphère clos, etc., donc ce qu'il faut juste savoir à bord de la station, c'est qu'on a un taux de CO2 qui est plus élevé, qui va être responsable de maux de tête. Alors, pourquoi le CO2 est plus élevé? Parce qu'il y a toutes les machines qui marchent en permanence, puis vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre pour faire un peu d'air. Voilà, donc il peut y avoir un risque de contamination avec des substances toxiques. Il y a beaucoup d'atteintes de l'audition parce qu'on a toutes nos machines qui font beaucoup de bruit, on ne s'en rend pas compte. Mais là, sur 6 mois, il va falloir surveiller les altérations du sommeil, le stress psychologique, une modification des rythmes, nous en avons parlé, et puis de nombreuses pressions, parce qu'en fait, l'astronaute, il aborde pendant 6 mois. On essaye d'avoir toujours des temps, de respecter des week-ends, mais des fois, c'est difficile. Ils ont beaucoup de travail. Et puis, ils vont être isolés de leur famille. Alors, ça, on peut mettre un bémol pour l'instant, parce qu'à bord de la station, 1 fois par semaine, ils vont pouvoir communiquer avec leur famille, mais pas sur des vols de longue durée où on aura un temps de communication qui sera beaucoup plus long. Alors, les missions spatiales aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, la station est un grand laboratoire de recherche qui est en orbite à 300-400 km, comme je vous l'ai dit. Le défi pour l'homme, c'est de faire de la science, réparer la station et d'y vivre. Mais en fait, toute leur nourriture, tout va être acheminé par cargo. S'ils ont un problème médical, on sait qu'on va pouvoir les récupérer, les faire revenir sur Terre en moins de 48 heures. Donc, l'impact n'est pas trop gros. Pour les missions spatiales de demain, en fait, là, ça va être complètement différent. Il va falloir se doter d'un vaisseau, notamment, qui puisse être résistant aux radiations. Il va falloir qu'il soit autonome sur tous les plans, à la fois sur le plan technologique, mais aussi sur le plan humain. C'est-à-dire être capable eux-mêmes de se faire à manger, parce qu'on ne va pas pouvoir avoir de l'alimentation pour longtemps. Et aussi, on n'aura pas la possibilité de les acheminer s'ils sont malades. Donc là, c'est un défi qui est complètement différent. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de projets qui sont mis en place depuis très longtemps, et notamment le projet Mélissa, je pense que vous allez pouvoir l'occasion de voir à la Cité de l'Espace. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on peut gérer le support vie à bord de la station en utilisant les ressources. Et ce que j'ai coutume de dire, en fait, maintenant, on sait qu'on a on a plus de bactéries dans notre corps que de cellules. Donc, il faut vraiment qu'on apprenne à vivre avec les bactéries. Peut-être aussi qu'on va pouvoir s'en servir pour cultiver à la fois pour notre nourriture, mais pour s'en servir pour plein de choses, comme vous pouvez le voir sur ces clichés. Donc, Alex Guerre, lors de sa dernière mission, a aussi travaillé sur des algues. Et puis, voilà, maintenant, ça est devenu coutumier d'avoir des plantes à bord de la station. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je pense qu'on verra les questions par la suite. Et puis, voilà, merci pour votre projet. Je trouve que c'est une excellente idée et j'espère que
qu'on va en entendre parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, oui, donc pour les questions, ça sera à la fin de la conférence. Vous pouvez vous les noter sur le côté si jamais vous pensez les oublier, au cas où. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Yves. Oui, bonsoir. Est-ce que vous voyez mon écran, mes planches? Parfaitement. Bon, très bien. Alors, écoutez, je vais prendre 30 secondes pour me présenter quand même. Donc, je suis professeur à Super-Héros. Et ce n'est pas vraiment en tant que professeur à Super-Héros que je participe ici. C'est plutôt en tant qu'enseignant en biologie à l'université Paul Sabatier, parce que je suis physicien à la base, mais les biologistes ont besoin de physique. Donc, j'enseigne la biophysique à Paul Sabatier. Et puis, il y a également une autre légitimité, c'est que pendant 10 ans, j'ai été dans le spatial. On m'a demandé de monter une filière espace à l'ENSICA, qui est une école qui a intégré maintenant Super-Héros. Et à ce titre, je me suis beaucoup occupé de l'homme dans l'espace et de vol habité. Voilà. Alors donc, je voudrais quand même parler, alors c'est très très bien parce que ma présentation est totalement complémentaire de celle de Brigitte Godard. Moi, je suis un physicien sur Terre, mais je travaille sans relâche à faire des ponts avec d'autres disciplines comme la biologie, la médecine aussi. Et c'est d'ailleurs pas simple parce qu'on a des problèmes de vocabulaire entre les disciplines. Alors, mon métier en réalité, c'est d'être thermodynamicien des coques. Voilà. Alors, ça ne se met pas trop sur une carte de visite, mais c'est exactement, je suis le thermodynamicien des coques du CNRS. Alors, qu'est-ce que c'est que la thermodynamique des coques? Ben, vous voyez le réservoir Ariane 5 sur votre gauche, là, avec un fluide diabolique qui s'appelle l'hydrogène liquide à l'intérieur. On modélise tout ça suivant les 4 principes de la thermodynamique. Voilà. Et on va obtenir les modes propres, les modes acoustiques, le sloshing, tout un tas de. Également la fugacité, l'hydrogène qui traverse la paroi, etc. Et il se trouve qu'une cellule vivante, eh bien, c'est finalement une coque avec un fluide diabolique, enfin non, merveilleux à l'intérieur, qui traverse plus ou moins la paroi et qui est régi lui aussi par des principes de la thermodynamique. Par exemple, l'entropie, que les médecins appellent le vieillissement, nous on l'appelle l'entropie. Et puis, il y a tout un tas d'équivalences. On a des problèmes de vocabulaire, c'est assez sérieux, mais on en parlera dans le débat, si vous voulez, par la suite. Et vous voyez également, parmi nos applications, ça, c'est la membrane basilaire. C'est donc à l'intérieur de la cochlée, quand vous déroulez l'oreille interne, le siège de l'audition, on a fait une douzaine de thèses à peu près sur la modélisation dynamique, soit des cellules, soit des organes. Et l'audition, la vision nous intéresse énormément. Vous voyez une représentation non linéaire des interactions fluide-structure entre la membrane basilaire et l'endolymphe. C'est d'ailleurs de la structure, mais c'est aussi des fluides chargés. Donc, c'est de la magnéto-hydrodynamique en interaction fluide-structure, voilà, que nous avons livré aux médecins et aux gens qui font des prothèses, des implants cochléaires. Alors, je vais revenir sur ce que Brigitte Godard a dit, effectivement. Ce qui nous intéresse beaucoup dans l'espace, parce que nous sommes sur Terre et nous nous intéressons aussi à ce qui se passe dans l'espace, c'est que, alors, on devient progressivement une limace quand on séjourne dans l'espace, à savoir que le corps se débarrasse de tout ce qui ne sert à rien. Le squelette, ça s'appelle l'ostéoporose. Et d'ailleurs, étrangement, c'est le même processus qu'avec le vieillissement, comme elle l'a fort justement dit. Ensuite, la masse musculaire, effectivement, faire des pompes dans l'ISS, c'est très facile, même sur un doigt, vous faites des pompes très facilement. Donc, vous devenez un peu paresseux finalement, et donc la masse musculaire diminue, et le système cardiovasculaire qui n'a plus à lutter contre la gravité, et d'ailleurs a plus à lutter contre les efforts, tout ça c'est lié, puisque le corps est fait pour travailler, et bien finalement vous avez le système qui se déconditionne du point de vue gravitaire, mais aussi du point de vue du cœur. Alors l'animal le moins bien adapté au vol spatial, c'est la girafe. D'ailleurs, la NASA s'intéresse beaucoup à la girafe parce qu'elle passe son temps à lutter contre la gravité au niveau de ces trois choses. Le squelette de la girafe, c'est une merveille. Comment dirais-je, le système cardiovasculaire de la girafe, c'est une usine à gaz au sens propre. Le cœur de la girafe, il fait 7 kilos. C'est une pompe, une performance extraordinaire. Et puis la musculature, de la girafe, c'est quelque chose d'extraordinaire. La preuve, c'est qu'entre le lion et la girafe, c'est le lion qui a peur de la girafe, parce qu'un coup de patte de girafe, je vous conseille de ne pas trop vous y frotter. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que
tous ces éléments spatiaux dans les séjours de longue durée, comme Madame Gonard l'a très bien dit, finalement s'apparentent à des situations terrestres dont vous voyez ici la liste, qui peut se résumer en un mot, la dépendance. D'ailleurs, j'ai une théorie là-dessus, c'est que les astronautes sont des personnes à mobilité réduite et dépendantes. À mobilité réduite parce qu'en apesanteur, finalement, un paraplégique est parfaitement adapté à l'apesanteur et c'est compliqué de se balader en apesanteur. Et dépendante parce qu'effectivement, techniquement, les systèmes de la station spatiale, votre vie en dépend. Alors, en sortie dans l'espace, c'est encore plus vrai. Votre vie dépend de la technique. Donc, on a vu l'environnement mécanique. Alors, il y a aussi un environnement physique qui intéresse beaucoup les gens qui font, par exemple, du tourisme spatial. Voilà un petit planeur là, qui est en cours d'essai en vol actuellement, qui est fait pour voler aux alentours de 25 000 mètres, un planeur tout solaire, hein, pour faire du tourisme spatial moins cher que ce que nos amis des fusées nous proposent. 25 km, c'est déjà pas mal. Il commence à y avoir un petit peu de rayonnement à 25 km. Voilà, donc on s'intéresse beaucoup à ces choses-là. Nous, sur le vieillissement des structures et les biologistes sur le vieillissement des cellules. Donc, il y a du rayonnement que je qualifierais d'électromagnétique, c'est-à-dire des ondes, et puis il y a des particules aussi. Et alors, ces particules, on les retrouve évidemment dans tout un tas de situations terrestres quand on soigne les cancers par radiothérapie. Voilà, là, il y a plein de choses. On trouve également ça quand on va se faire des ultraviolets dans un centre d'esthétique. C'est effectivement, voilà, c'est très joli, mais attention, c'est quand même une agression. On le retrouve au niveau de la biologie cellulaire. Dans l'enseignement que je fais sur la modélisation de la biologie, le rayonnement fait partie des facteurs extérieurs. On pourra en parler au cours des questions, mais je surveille la montre parce que je ne veux surtout pas dépasser les 10 minutes. Voilà, donc le rayonnement est tout à fait important et dans les transports du futur, ça va prendre une part de plus en plus importante car les avions ils vont voler soit plus bas, soit plus haut. Alors plus bas, ça va être l'avion 100% zéro émission à gaz à effet de serre à Mach 0,3 qui volera peut-être même en effet de sol d'ailleurs. L'aile volante à hydrogène avec un grand habitacle où on restera 50 heures comme dans un bateau. Ça, et puis après, il y aura des avions, au contraire, très rapides qui vont aller dans la stratosphère, voire même un petit peu au-dessus. Et cela, on commence à se poser des questions sur le rayonnement. J'avais un copain qui était commandant de bord 747-400, qui a fait un vol de 18 heures sur cet avion à 17 000 mètres d'altitude et qui en est revenu avec un mal de crâne terrible. Et je pense qu'il a subi tout simplement le début du rayonnement qui, même à travers la cloison, vous savez, une cloison de fuselage, hein, c'est 5 mm, c'est 4 à 5 mm, un peu comme le module lunaire Apollo. Hein. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement mince. Enfin, moi, je voudrais parler de l'environnement biologique. Alors, effectivement, nous, on modélise les cellules. Alors, on a des modèles mathématiques, puisque nous, chercheurs, on est des machines à transformer le café en théorème, c'est-à-dire qu'on est essentiellement des publicateurs de modèles mathématiques. Donc, on fournit aux biologistes des modèles mathématiques. Et en effet, tout un tas d'environnements physiques, chimiques, radiatifs, on en a déjà parlé, et mécaniques aussi, sont pris en compte. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui interviennent dans l'ISS et dans d'autres endroits qui tiennent compte, finalement, j'allais dire, à l'enfermement. À l'enfermement biologique, il y a des algues qui se promènent, il y a des bactéries qui se promènent, qui prolifèrent, et c'est tout à fait normal puisque c'est un milieu clos. Mais du coup, ça va concerner tout un tas de gens sur Terre qui sont soumis aux mêmes contraintes. Alors, j'entends par là les gens qui sont dans les sous-marins, dans les bases arctiques, qui sont en quarantaine, tiens, c'est d'actualité, qui sont isolés, etc. Et puis aussi, quand on a des corps étrangers qu'il faut amener dans le corps, on a à l'interface entre ces corps étrangers des endroits qui sont finalement confinés localement. Voilà. Donc, comprenez, par exemple, on met une jambe en carbone, l'interface entre la partie vivante et la partie carbone, c'est quand même compliqué à gérer et c'est finalement un environnement clos qui ressemble un petit peu à un bout d'ISS. Finalement, notre spécialité d'anthropiste, de chasseur d'entropie, mais nous avons notre permis de chasse, dans les systèmes complexes, nous fait intervenir à la fois
pour la partie spatiale, mais aussi pour la partie, c'est surtout là-dessus que nous intervenons, la partie biologique, voire médicale. Alors bien sûr, il y a toute la partie sociologique, alors ça on s'en occupe un petit peu moins, mais les cellules sont faites pour assembler en organes, les organes sont faits pour être assemblés en êtres humains, et donc on a également des interactions, on ne travaille pas directement là-dessus, mais on a des interactions avec les gens qui travaillent en sociologie. Je peux donner une expérience quand même, j'ai eu la chance dans le cadre de l'année spatiale internationale de diriger une expédition en base arctique pour l'Agence spatiale européenne. On avait parmi nous un chef d'entreprise, une petite entreprise qui nous disait je veux voir un peu ce que c'est que des gens en milieu isolé dans un environnement hostile. Ils sont en coopétition, c'est-à-dire la coopération et la compétition dans un milieu hostile. C'est exactement ce qui arrive à notre entreprise. Voilà, donc la prise de décision et l'autorité dans un équipage, c'est quelque chose qui va au-delà de la biologie, mais qui nous intéresse en tant qu'utilisateur. Voilà, alors il me reste exactement 7 secondes, et donc j'en profite pour dire que j'ai quelques planches en réserve, mais ce sera pour la discussion. J'en profite pour dire que une chose qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est que finalement, le vaisseau spatial, c'est un peu un modèle de la Terre. Il faut être frugal, il faut être environmentally friendly, c'est-à-dire conserver les ressources qui sont immensément précieuses. Et nous, en tant que physiciens, travailler avec peu d'énergie, peu de matière, ça nous intéresse énormément. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'ai dépassé de 25 secondes. Merci beaucoup, Monsieur Gourina. Je vais maintenant laisser la parole à Gilles. Merci. Voilà, c'est bon. Excusez-moi. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui. Bien. Bonjour à tous. Donc, d'abord, merci pour cette invitation. Je vais essayer de vous parler en 10 minutes de la biologie de synthèse. Ce n'est pas très simple parce que c'est un sujet qui est très vaste, qui est immense. Et il y avait le titre « Une technologie aux possibilités infinies ». Je me suis permis de rajouter vraiment avec un point d'interrogation parce que les biologistes, comme les autres, ne sont pas toujours pétris de certitudes. Alors, on va essayer de passer sur des définitions au début pour expliquer en quoi consiste la biologie de synthèse. Alors, en fait, la biologie de synthèse, ça vise à rendre le génie biologique, c'est-à-dire la façon de modifier le vivant, plus simple, plus rapide, plus prévisible et moins onéreux. Donc, quand on reparle de la frugalité, c'est exactement ça. C'est une discipline qui est à l'interface entre la biologie, la chimie, la physique, les maths, l'électronique et l'informatique. Et on verra pourquoi, d'ailleurs, elle a besoin de toutes ces sciences autour d'elle. Et le principal objectif de la biologie de synthèse, c'est de concevoir, de construire et de synthétiser de nouveaux systèmes ou fonctions biologiques en utilisant des principes d'ingénierie qui sont d'ailleurs déjà utilisés dans des domaines beaucoup plus matures que la biologie, comme le génie civil ou l'électronique ou l'avionique ou l'aérospatiale, etc. En fait, ce qui est intéressant en fait, dans la biologie de synthèse, quand elle est arrivée à s'implémenter ou s'implanter dans la biologie, c'est qu'à la fois, elle a une visée très fondamentale parce que tester et améliorer nos compréhensions des principes gouvernant la biologie, ça fait partie finalement du rôle du biologiste, d'essayer de comprendre les systèmes vivants. Et de savoir construire un système fonctionnel, vivant, ça veut dire qu'on a compris ses propriétés. Donc, c'est ce qu'on appelle apprendre en construisant. Et finalement, les premiers hommes qui ont fabriqué des avions, ils n'avaient pas toutes les connaissances qu'on a maintenant. Et c'est bien en construisant qu'ils ont appris un certain nombre de choses. Et du coup, ce qui ressort de ça, c'est qu'après, évidemment, quand on maîtrise ces objets biologiques ou la façon de les agencer, on peut construire de façon fiable des organismes accomplissant des fonctions biologiques beaucoup plus complexes et répondant en tout cas à diverses applications. Alors, la démarche dans le vivant, finalement, pour arriver à ça, c'est une démarche qui se passe sur 2 points un peu opposés et qu'on appelle une démarche qui s'appelle top-down, qui consiste à déconstruire finalement la complexité des organismes vivants, et une démarche qui est bottom-up, qui consiste justement à faire le contraire, c'est-à-dire à partir des objets les plus simples et à reconstruire des objets vivants. Alors, pourquoi top-down? Parce qu'un organisme vivant, il a un certain nombre de fonctions et ces fonctions sont
pas infini bien sûr, mais il y en a beaucoup. Et quand on veut simplifier, quand on veut comprendre un modèle, la première chose, c'est qu'on commence à simplifier pour essayer de le classer en fonctions unitaires. Et ce système-là a été utilisé plusieurs fois et vise, par exemple, tout simplement à retirer un certain nombre de gènes d'un organisme pour voir jusqu'à quel point l'organisme supporte de vivre avec un nombre restreint de gènes. Et ça nous permet d'apprendre effectivement qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est optionnel dans un organisme vivant. Mais ça permet aussi finalement de voir jusqu'à quel niveau on peut découper ces éléments, ces briques du vivant, pour arriver à finalement des objets qui sont des objets non vivants. L'ADN, c'est non vivant, les protéines sont non vivantes. Et une fois qu'on a les propriétés de ces éléments-là, on peut commencer à avoir cette approche bottom-up qui consiste à dire, si je prends les propriétés de 3 objets différents, théoriquement, je devrais à minima avoir la somme de ces 3 propriétés. Et donc, le vivant, évidemment, sur cette figure à double axe, il est vraiment tout en haut et à droite parce qu'il est extrêmement naturel et extrêmement complexe, alors qu'évidemment, plus on va vers le bas, plus on va avoir des objets qui sont complètement non naturels, mais beaucoup plus simples. Et donc, la biologie de synthèse consiste à essayer de tirer ces 2 éléments vers le milieu pour à la fois simplifier les fonctions de l'objet qu'on va manipuler, mais en même temps lui introduire les fonctions qu'on veut exactement à l'intérieur. Alors, ce diagramme est affreux, il est horriblement compliqué, mais c'est juste pour vous dire que finalement, en biologie de synthèse, on utilise la même démarche intellectuelle qu'en ingénierie, c'est-à-dire que tout le début de la biologie de synthèse consiste à commencer par le design, c'est-à-dire on a une idée de ce qu'on veut faire, on réfléchit et on prend les éléments dont on sait qu'on a besoin pour fabriquer une fonction donnée. Ensuite, on construit. Et de la même manière, la différence de l'ingénierie, c'est que la construction biologique, elle est un peu plus complexe et un peu plus longue. Et ensuite, une fois qu'on a construit un objet biologique, on teste ses fonctionnalités, on regarde si les fonctionnalités qu'on a voulu introduire sont présentes, et c'est souvent le cas en biologie, elles ne sont pas présentes. Donc, on a cette phase-là qui est très importante, le learn, qui permet de dire, bon, on n'a pas réussi à construire ce qu'on voulait, mais peut-être qu'on a réussi à tirer des enseignements de ce qu'on n'a pas réussi à construire. Et à ce moment-là, on recommence, on repasse à la phase de design, build, test, learn, et cette espèce de cercle peut être exécuté autant de fois qu'il est nécessaire pour arriver à la propriété de l'objet dont on a besoin. Et donc, finalement, il y a une analogie très très forte entre la biologie de synthèse et ne serait-ce que l'informatique, par exemple, puisque finalement, tout part de ces petits éléments, les gènes, qui sont équivalents des composants informatiques comme les résistances, etc. Quand on assemble ces résistances, on arrive à construire des portes logiques, d'accord? C'est la base de l'informatique. Ça, c'est la même chose que finalement les gènes qui donnent des réactions données, c'est-à-dire une succession de petites choses qui s'enchaînent et qui prennent des décisions. Une fois qu'on assemble ces portes ensemble, on a des modules. Donc, vous voyez sur une carte mère, on a des modules qui sont assemblés. Ces modules, ce sont les circuits biologiques, c'est-à-dire les voies de biologie, les voies synthétiques, les voies du métabolisme. Et une fois qu'on a assemblé toutes ces voies, toutes ces décisions de régulation, etc., eh ben, on a assemblé finalement un ordinateur. Et cet ordinateur, c'est la cellule. Alors pour les micro-organismes, nous, on s'arrête en général à cette partie-là. Une fois qu'on a une cellule qui a une fonction donnée, on est content. Mais le corps humain est encore le niveau bien supérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas un ordinateur, c'est un réseau d'ordinateurs, puisque les organes sont eux-mêmes des réseaux d'ordinateurs qui dialoguent avec d'autres réseaux d'ordinateurs et qui forment finalement un ensemble, un super ordinateur qui est la somme de tous ces composants. Alors, je vais prendre 2 exemples pour la biologie de synthèse que je trouve simplement très parlants parce que justement, on voit qu'on arrive finalement à décomposer et à s'extraire de l'organisme de départ. Ici, vous voyez la bactérie favorite des biologistes, Escherichia coli. On peut lui rentrer dedans des modules, un qui va détecter une molécule qui s'appelle le rhamnose et un autre module qui va être que quand la bactérie sent ou détecte la présence de rhamnose, elle active la transcription, la traduction d'un gène qui est une protéine fluorescente. Alors on se dit, bon, après tout, ça ne sert pas à grand-chose, sauf que bon, le rhamnose peut être changé par d'autres molécules, mais vous voyez qu'on est capable à l'heure actuelle d'introduire ces bactéries modifiées dans l'élastomère avec un gel qui permet de les nourrir. Et cet élastomère, c'est quelque chose qu'on peut mettre sur la peau. Et si on met ça sur la peau, typiquement, on a un élastomère ici composé d'organismes vivants et qui est capable de détecter une molécule. Et ça a été, les chercheurs ont mis jusqu'au point jusqu'à le mettre inséré dans des gants, ce qui permet à n'importe quel individu
d'avoir sur ses gants une bactérie qui est capable de détecter un environnement chimique particulier. Donc vous voyez, au départ, ce n'est pas la fonction de colis d'aller détecter du rhamnose et devenir verte et briller. Et donc, c'est vraiment ça, la biologie de synthèse, c'est s'extraire de les propriétés naturelles du vivant. Un autre exemple tout simple ici, vous allez voir, pareil, c'est toujours la bactérie. Ici, alors ici, c'est de la levure et ici, c'est une bactérie, mais ni l'un ni l'autre de ces deux organismes n'ont la capacité de répondre à la lumière. Et je pense que vous en parlerez dans Igemini, les propriétés de la lumière sont intéressantes. Et bien, on peut rendre ces organismes photosensibles, entre guillemets, et activer un programme dans ces organismes. Ici, sur la levure, elle se met à produire du kérotène, et ici, cette bactérie ici se met à devenir toute noire, tout simplement parce qu'elle a reçu de la lumière. Donc voilà, un exemple tout bête, et notamment, ça montre bien à quel point il n'y a pas de limite en termes intellectuels pour essayer de faire quelque chose avec ces organismes, et c'est ça qui est intéressant. Après, les possibilités infinies, c'est encore autre chose. Dernier point sur lequel on va revenir, et là c'est beaucoup plus terre à terre, parce que finalement, là on s'adresse directement à des problèmes qui sont des problèmes de tous les jours. Un certain nombre de médicaments, l'hydrocortisone, l'acide artémisinique, l'hydrocodone, la thébaïne, sont des médicaments pour lesquels la production est dépendante d'un certain nombre de choses qui sont la présence de plantes, etc. Et donc, on peut demander à ces organismes toujours, cette fois-ci, de réaliser un programme beaucoup plus complexe de simplement répondre à la lumière, c'est de fabriquer ici pour la levure de l'hydrocortisone, qui est une hormone humaine. Donc, la levure n'a absolument pas le matériel génétique pour faire ça, et donc ça, c'est un projet immense. Et juste pour vous dire, la production maintenant d'une batterie d'hydrocortisone est assurée par ces levures, hein, y compris l'acide artémisinique, etc. Donc, il y a aussi des choses qui sont beaucoup plus terre à terre et pour lesquelles ce n'est pas une application amusante, mais il y a des véritables enjeux industriels à la production de ces molécules. Alors, je reviens à ma dernière diapo pour vous dire que la biologie de synthèse, ce n'est pas juste une vue de l'esprit pour l'exploration spatiale. Je suis allé sur le site de la NASA et on tombe assez rapidement sur justement la biologie de synthèse et quels sont les points sur lesquels la NASA a détecté qu'il y avait des choses sur lesquelles la biologie peut aider. Et c'est très clairement, d'une part, ce que vous pouvez voir ici, c'est l'utilisation de nutriments qui ne sont pas forcément présents dans la nourriture, et en particulier la zeaxanthine, qui est un précurseur aussi de la vitamine A. Et donc ça, voilà, no risk for astronauts. Donc, produire des provitamines, c'est essentiel pour l'exploration spatiale. Et l'autre point, et on n'en a pas parlé, mais tous ces organismes ont aussi des capacités de temps en temps à produire des polymères ou des matériaux. Et il est probable que cette capacité de production de matériaux soit extrêmement utile dans l'espace. On n'a pas la capacité de refabriquer du fer ou des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est pas, encore une fois, c'est pas du tout une vue de l'esprit de la part de la NASA. Il y a des programmes réels d'utilisation de la biologie de synthèse en vol. Voilà, donc les challenges, les avantages potentiels de la biologie de synthèse sont énormes. On a parlé du spatial, mais médecine, énergie, alimentation. Et le point qu'a cité Yves est important, les systèmes biologiques sont économes et peuvent être circulaires. Et ça, c'est un point très important pour l'exploration parce qu'évidemment, les ressources en vol sont assez limitées. Le problème de ça, c'est que la biologie, c'est complexe. Les propriétés d'un système biologique ne sont pas toujours la somme des propriétés des éléments qui le composent. Et on le sait tous, on a beau manipuler une bactérie qui s'appelle coli et qu'on a l'impression de connaître comme sur le bout des doigts, elle a toujours des ressources pour se manifester à un endroit où on ne l'attend pas. Les systèmes biologiques sont bruités, tous, et à grande échelle, ces bruits peuvent modifier le comportement et son efficacité. Et ça, c'est la différence avec normalement la maîtrise de l'outil spatial ou les avions, les choses comme ça. Si les avions étaient bruités comme la biologie, je vous jure qu'on n'irait pas souvent prendre l'avion pour aller à Paris. Ces systèmes sont évolutifs et tendent à sélectionner les individus ayant le meilleur fitness. Ça, c'est un vrai problème. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'on puisse accéder à un objet dont soit on maîtrise l'évolution, soit l'évolution ne pose pas de problème dans le futur. Voilà. Les risques potentiels, c'est important, il faut en parler. C'est des risques qui sont réels. Les améliorations technologiques de la biologie de synthèse ne se limitent pas à une utilisation bénéfique et on en a eu des exemples. Je citerai juste rapidement le bioterrorisme, la dissémination involontaire, le transfert de gènes de résistance, l'élimination d'espèces. Donc, ce n'est pas tout rose du côté de la biologie synthèse, et c'est pour ça que je pense que le mot vraiment avec un point d'interrogation, ça prend tout son sens. Les possibilités sont peut-être infinies,
mais les améliorations ne sont pas forcément du bon côté de la force. Voilà, et avec ça, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Solène. Merci beaucoup, Laurel. Nous arrivons donc au terme de cette conférence et je vais donc vous présenter notre projet, le projet de l'équipe AIGEM 2020 qui se nomme AIGEMINI et qui consiste en une coculture pour la production de levures nutritionnelles dans l'espace. Alors forcément, dit comme ça, c'est un peu compliqué. Je vous propose donc de revenir au commencement de notre projet. À l'heure actuelle, l'exploration spatiale est en train de connaître une nouvelle révolution. Comme on en a parlé depuis le début de cette conférence, cette nouvelle révolution, c'est celle des voyages de longue durée dans l'espace. Comme vous le savez peut-être, les Américains, par exemple, projettent de retourner sur la Lune d'ici 2024, avec en tête l'idée d'y établir une base et pourquoi pas, à terme, d'aller sur Mars. Je vous le répète, mais vous l'avez déjà vu, avant de pouvoir partir dans ces voyages de longue durée dans l'espace, il reste de nombreux défis à relever. Tout d'abord, les problématiques de santé, liées notamment à la microgravité, dont Brigitte Godard nous a parlé au début de cette conférence. Ensuite, les radiations, mais aussi le recyclage des ressources en l'absence d'un approvisionnement possible. En effet, il est difficile d'imaginer un réapprovisionnement par cargo lorsque l'on est en départ vers Mars. Alors, pour la suite de cette présentation, nous allons suivre Cosmos, notre mascotte. Cosmos part vers Mars. Nous sommes en 2040 et nous partons du principe que la recherche pour l'exploration spatiale, dont nous a un peu parlé Monsieur Gourina, nous a permis de résoudre la majorité des problèmes précédents. C'est super. Néanmoins, Cosmos a l'air inquiet. En effet, il se demande comment il va obtenir suffisamment de vitamines pour assurer sa survie durant les 3 années de voyage. Alors, vous allez me demander, les vitamines, c'est vraiment une problématique, ça? Eh bien oui. Les vitamines, en effet, perdent de leur qualité nutritive au cours du temps. Cela implique que pour un voyage de longue durée dans l'espace, les astronautes vont devoir réussir à trouver un moyen de produire des vitamines fraîches dans la navette. Cependant, la navette présente des contraintes un peu particulières, vous vous en doutez. En effet, il est difficile d'imaginer, par exemple, d'établir un champ ou un élevage dans la navette, dû à l'espace restreint déjà, et ensuite dû aux ressources. C'est la deuxième limite de la navette spatiale, les ressources, et le fait qu'elles doivent être entièrement recyclées. Enfin, le dispositif utilisé doit être simple et ne doit pas demander beaucoup de temps d'utilisation aux astronautes qui ne peuvent pas passer leur journée à produire des vitamines. C'est là qu'intervient notre solution, qui provient de notre background, qui provient de nos compétences, à savoir la biologie synthétique et la microbiologie. Nous proposons donc d'utiliser une coculture de micro-organismes pour produire une levure nutritive. Encore une fois, ce n'est pas très clair. On va donc regarder le schéma suivant. Voici deux réacteurs biologiques. Celui de gauche contient une bactérie représentée en bleu. Celui de droite contient une levure représentée en rose. C'est la levure qui possède des qualités nutritives et qui sera ingérée par les astronautes. La levure, en soi, vous en mangez dans votre quotidien. On peut retrouver de la levure dans la bière, on peut retrouver de la levure dans du pain, vous en mangez tous les jours. Cependant, cette levure, elle ne peut pas pousser sur les ressources directement disponibles dans la navette. Dans ces ressources, je citerai l'urine, l'O2 respirée par les astronautes, le CO2. Elle ne peut donc pas pousser sur ces ressources, c'est pour ça que nous avons décidé de faire une coculture. En effet, la bactérie
va pouvoir utiliser ces ressources-là pour croître et produire des composés qui fourniront l'énergie nécessaire à la levure pour se développer et ensuite donc, être ingérés par les astronautes. Donc ça, c'est l'idée globale de notre dispositif. Notre levure a de surcroît des propriétés un peu particulières, puisque nous avons décidé d'enrichir, grâce à la biologie synthétique présentée par Gilles juste avant, nous avons décidé d'enrichir notre levure en provitamine A. La provitamine A, pourquoi? Car c'est une des vitamines qui est le plus dégradée au cours du temps, et c'est une vitamine qui est essentielle, notamment lorsqu'elle passe sous forme de vitamine A pour la vision. C'est pourquoi nous avons décidé d'enrichir notre levure dans cette vitamine, mais c'est encore une preuve de concept, c'est-à-dire que nous avons fait la vitamine A, mais à terme, on pourrait imaginer de mettre d'autres vitamines dans notre levure. Ensuite, M. Truand nous a parlé de l'optogénétique, c'est-à-dire de la capacité d'induire une capacité par la lumière. Eh bien, c'est ce que nous faisons également sur notre levure. En effet, nous avons décidé de donner à notre levure des goûts. Par action de la lumière rouge, notre levure aura un goût de rose sucré, tandis que par action de la lumière bleue, elle aura un goût de citron. Pourquoi ce choix de donner des goûts à la levure? Alors, car par la littérature déjà, et ensuite grâce à des interviews que nous avons pu avoir avec des astronautes, nous avons appris que certains astronautes possédaient des pertes ou des modifications du goût en microgravité, ce qui les poussait à saler beaucoup plus que d'ordinaire leurs plats et entraînait donc des problèmes de santé. Nous avons donc décidé de donner un goût à notre levure, un goût fort, qui, encore une fois, est une preuve de concept. À terme, ça pourrait être plutôt des exhausteurs de goût, par exemple, pour éviter que les astronautes aient besoin de saler à outrance leur plat. Donc, vous avez maintenant une idée un peu globale de comment fonctionne notre dispositif. Comme vous pouvez le voir, c'est un dispositif qui a pour but de complémenter les carences en vitamines et de nourrir un peu, enfin de donner des nutriments aux astronautes. C'est une bonne idée pour l'espace, mais c'est également une bonne idée sur Terre. Comme beaucoup de dispositifs développés initialement pour l'espace qui ont trouvé des applications sur Terre, nous essayons d'appliquer notre dispositif sur Terre. Et c'est également dans ce sens-là que nous sommes en collaboration avec une équipe au Ghana qui nous aide à appliquer notre dispositif aux contraintes terrestres réelles. C'est dans la dynamique de notre projet d'avoir une dimension sociétale. Voilà. Et c'est dans ce cadre que rentre également cette conférence et que nous faisons une exposition en présentiel, donc qui est actuellement à la bibliothèque universitaire de l'Université Paul Sabatier, qui se retrouvera ce week-end à la Cité de l'Espace et qui sera du 5 au 30 octobre à l'Esplanade sur le campus de l'Université Paul Sabatier avec un vernissage le 5 octobre. Donc, je vous invite vivement à aller y faire un tour. Vous y trouverez plus d'informations sur notre thème, encore une fois, l'exploration spatiale, un défi pour la microbiologie de demain, avec des informations complémentaires par rapport à cette conférence. Si cette conférence vous a intéressé, ça pourra vous plaire. Pour conclure cette conférence, donc tout au long de cette conférence, nous avons pu entendre des témoignages, tout d'abord autour des problématiques liées au voyage de longue durée dans l'espace. Nous avons pu entendre la place de la recherche pour trouver des solutions à ces problématiques et enfin les possibilités infinies de la biologie synthétique. Eh bien nous, à travers notre projet AGIMINI, nous essayons de créer le lien entre la biologie synthétique et notamment la recherche pour l'exploration spatiale. Et nous sommes convaincus que la biologie synthétique a la capacité d'apporter des solutions innovantes dans de nombreux domaines. Et nous aimerions que cela puisse donner aux futures générations la même passion que celle que nous avons déployée et que nous déployons encore dans ce projet. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et nous allons passer aux questions. Merci beaucoup, Solène. Donc maintenant, c'est
c'est la partie des questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à activer votre micro. Voilà, sur les intervenants, pour les intervenants ou pour l'équipe iGEM sur le projet iGEM. Toute l'équipe est disposée également à répondre à vos questions si vous avez des questions un peu spécifiques. N'hésitez pas. Si vous voulez, vous pouvez écrire peut-être dans la conversation, si vous ne voulez pas parler. Vous pouvez écrire votre question et on y répondra à l'oral. Alors, bonjour, j'ai une question. Je suis Christelle Lutz, donc je dirige le département biologie géosciences et j'aurais voulu quelques explications sur le choix de la bactérie que vous avez mentionnée, le Clostridium. Oui, bien entendu. Si vous voulez, je peux répondre à votre question. Donc, je m'appelle Arnaud. Je suis aussi membre de l'AEGEM. Si Lorraine ou Solène, vous pouvez peut-être revenir sur la diapositive où on voit les deux micro-organismes ensemble. Alors, Clostridium lungdali, on l'a regardé parce qu'en fait, quand on a bâti notre projet, on a voulu trouver un micro-organisme qui était capable de pousser avec les ressources de l'espace. Donc, on s'est rendu compte que, on a fait l'inventaire de ce qu'il y avait dans l'espace. Donc, on a le CO2, comme nous a dit Brigitte Godard, qui était d'ailleurs en excès dans la Station spatiale internationale. Donc, c'est une ressource. Et on sait aussi que l'O2, l'oxygène qui est respiré par les astronautes, est produit par l'électrolyse de l'eau. Et dans cette électrolyse, il y a aussi un autre produit qui est le dihydrogène et qui n'est pas utilisé actuellement dans la station spatiale. Donc, pour des voyages de longue durée, on s'est dit que utiliser toutes ces ressources, et l'urine aussi, qu'il fallait les utiliser en tout cas, et il fallait trouver un micro-organisme qui pouvait les utiliser. On a du coup dans la littérature trouvé les bactéries acétogènes qui produisent donc, comme leur nom l'indique, de l'acétate entre autres, mais aussi de l'éthanol, à partir de CO2 et de H2. Donc c'est parfaitement ce qu'on voulait pour notre système, mais le problème c'est que ces micro-organismes, les acétogènes, ne sont pas mangeables. Ils sont pas ce qu'on dit grasses, reconnus comme generally recognized as safe, donc généralement reconnu comme bon pour la consommation, on va dire. Donc on ne peut pas le manger. Donc ça pouvait pas être notre micro-organisme qu'on allait donner aux astronautes. C'est de là qu'est partie l'idée de l'aquaculture d'ailleurs, avec la levure. Puisqu'on sait en plus que la levure peut pousser sur les substrats que produit la bactérie, enfin les bactéries acétogènes. Et ensuite, pour choisir quelle était la bactérie qu'on allait prendre, en fait, on les a comparées entre elles. Et puisque pour pousser sur ces substrats, la levure a besoin d'oxygène, comme on le voit sur le schéma, il fallait une bactérie qui produise de l'acétate et de l'éthanol en consommant le CO2 et H2, mais en résistant quand même un petit peu à l'oxygène. Et la bactérie qu'on a trouvée qui correspondait à tous ces critères, c'était Clostridium lungdali. Voilà. J'espère que ça a répondu à votre question. Oui, et dernière question, est-ce qu'elle a une propriété un petit peu pathogène ou pas du tout? Pas du tout. Enfin, pas à notre connaissance. Elle est de type 1. On la manipule en labo sans protection particulière. Je peux vous assurer que on a même du mal parfois à la faire pousser. Donc, il y a pas de danger. Ah oui, elle n'est pas pathogène. Si je peux rajouter Je quelque confirme. chose, on a bien, pardon, j'interromps. On a bien vérifié également qu'elle ne produisait pas de composés qui étaient toxiques à la croissance de la levure ou qui étaient toxiques pour les êtres humains. Voilà. Je voudrais intervenir sur cette réponse qui est extrêmement intéressante parce que effectivement, l'excès de CO2 dans l'atmosphère, ça rappelle quelque chose sur Terre, bien entendu. Et puis l'électrolyse H2O2, ça rappelle aussi quelque chose parce que quand on aura l'aile volante à hydrogène, il faudra en faire de l'électrolyse. Alors moi, personnellement, je pense que c'est un excellent choix parce que quelque part, ça expérimente à petite échelle des choses, je ne dis pas que ce sera avec cette bactérie, mais des choses que sur Terre, on fera un jour.
Voilà. Et j'en profite, tant que j'ai la parole, pour dire qu'un des problèmes que nous avons sur Terre, c'est évidemment l'entropie, le désordre, les irréversibilités. Ça a été très bien dit à propos des vitamines qui se dégradent avec le temps. Il y a parfois des physiciens qui ne connaissent pas la physique qui disent que l'entropie, c'est la flèche du temps. Absolument pas. L'entropie, ce n'est pas la flèche du temps. C'est un certain nombre de phénomènes complexes qui sont difficiles à élaborer par nos modèles linéaires et dont on a besoin de la théorie du chaos en particulier pour les modéliser. Et il se trouve que les avions sont des systèmes un peu bruités quand même. Je voudrais juste dire un petit bémol à ce qui a été dit tout à l'heure. Ce système un peu bruité parce qu'il fatigue, parce qu'il n'y en a pas deux semblables. Entre deux numéros de série d'un 787, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. D'ailleurs, c'est d'actualité. Et donc, on a été obligé… Il y a la turbulence atmosphérique qui d'ailleurs augmente. Il y a plein de choses sur lesquelles on a été obligé de développer des statistiques non gaussiennes pour analyser la turbulence et comment on appelle ça, le bruit le bruit au sens physique, hein, autour des avions, pas le bruit, pas le son, hein, disons la dispersion autour des avions, et qui commence à intéresser énormément les biologistes parce que dans les systèmes complexes biologiques, ça nous intéresse beaucoup. Alors la seule différence quand même entre l'avion et la cellule vivante, c'est que dans l'avion, on a la notice du constructeur. Ça nous aide un peu. Enfin, quand c'est Airbus, ça nous aide un peu. Quand c'est Boeing, c'est un peu plus compliqué. Mais quand c'est Airbus, ça nous aide beaucoup. Et donc, c'est quand même la seule différence. Mais après, l'analyse d'un système complexe dont on ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants, c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les biologistes. Et le choix que vous avez fait de cet être vivant-là, à mon avis, je ne suis pas biologiste, mais je pense qu'il est pertinent. Et je me permets d'ailleurs de vous remercier, de vous féliciter pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous d'autres questions? Oui, Grégory Navarro du CNES. Je travaille sur des projets innovants pour l'exploration spatiale. Et en effet, c'est une des pistes qui est très intéressante pour nous. Et, en fait, je voudrais savoir quel est le degré de maturité que vous avez atteint avec votre système. En gros, est-ce que pour l'instant, ce sont des expériences de niveau laboratoire, ou est-ce que vous avez déjà avancé sur un système de production avec des mesures voilà, en termes de produits entrants par rapport aux produits sortants, des volumes, etc. Je pense que je peux commencer à répondre à cette question et peut-être que Elliot et Cécilia viendront me compléter. À ce stade, nous sommes encore au stade de laboratoire. En effet, comme l'a dit Lorraine au début de la conférence, nous avons commencé le projet seulement en décembre de l'année dernière et les expérimentations seulement en juin de cette année. Donc, ça fait encore peu de temps que nous travaillons sur le projet pour un projet de cette ampleur finalement. Néanmoins, on a commencé à mettre les réacteurs en route, pas encore sous une forme de co-culture, mais la levure pousse avec les bonnes entrées et c'est-à-dire que nous savons ce que la bactérie est censée produire, par exemple en acétate et éthanol, et nous mettons les bonnes entrées par rapport à la littérature sur le réacteur. La bactérie pousse également de son côté et nous ne savons pas si avant la compétition, nous aurons le temps de faire l'aquaculture dans son ensemble, mais il y a de bonnes chances que nous réussissions à prouver la faisabilité de l'aquaculture. Pour les volumes d'entrée, etc., nous réalisons une modélisation mathématique du dispositif. Et je pense que là-dessus, Elliot sera peut-être plus à même que moi de discuter de ça. Elliot, si tu veux rajouter quelque chose. Eh bien, oui, tout à fait. Donc, je suis en charge d'avoir développé le modèle pour iGemini, et donc un peu de monter un peu et de montrer un peu toute la dynamique de notre culture. Et en effet, donc, d'après le modèle qui a été implémenté grâce à nos expérimentations d'une part et de la littérature d'une autre part, le projet est faisable. Donc l'aquaculture, déjà, elle est possible selon notre modèle, selon nos prédictions.
et on va pouvoir produire, du coup, si on arrive à la fin, à faire toute une expérimentation, de la provitamine A. Voilà. Et donc, de ce côté-là, c'est prometteur, déjà. Et je pense qu'avec le modèle, on pourra avoir à terme peut-être une idée des volumes ou ce genre de choses, si on envisage une mise à l'échelle peut-être un jour. Ah Après, bah, on a déjà une idée des volumes, donc on sait déjà que ce sera pas, ça pourra rentrer dans l'ISS ou dans une navette spatiale. Ça sera au terme de quelques litres pour chacun des réacteurs. Voilà, pas plus de 10 litres, puisqu'on sait qu'à partir à l'échelle du litre, on produit déjà assez rapidement une dose pour une personne pour un jour, de l'ordre de quelques heures. Après, nous sommes sur la preuve de concept, c'est-à-dire qu'au laboratoire, on essaye juste de prouver que c'est possible et les éléments du modèle mathématique nous permettent de designer nos expériences et les expériences nourrissent le modèle mathématique pour continuer à aller toujours plus loin. Mais en effet, on est qu'au tout début de ce beau projet. cela répond-il Toujours à la votre... biologie le plus Oui, long. oui, tout à fait. Justement, du coup, ça soulève une autre question. Quid du futur de ce projet? Est-ce que vous allez continuer à le porter? Est-ce que c'est vous ou d'autres personnes? Combien de temps il va perdurer? Enfin, voilà. Quel est son futur outre le concours? Ça, c'est le grand problème des projets IGEM. C'est souvent très beau et éphémère. Après, des possibilités pour le continuer restent complètement ouvertes. On a déjà eu des propositions pour éventuellement, si on fait une start-up, être hébergé par de plus grandes entreprises. On a beaucoup de portes qui s'ouvrent à nous et c'est un très beau projet et ce serait peut-être dommage de le lâcher. Donc là, on est encore au stade où la compétition se finissant en novembre, on est vraiment à fond dans la compétition et on n'a pas vraiment encore en tête le poste à EGM, mais c'est une question qui reste encore complètement ouverte et il est loin d'être improbable que certains de l'équipe continuent sur le projet, que ce soit sous forme d'une start-up ou sous une autre forme. Ça, c'est super intéressant. Et du coup, là, je vois qu'il y a des liens Instagram, Facebook, Twitter pour vous contacter. Est-ce que il y a, je sais pas, je suis un peu vieux jeu, mais une adresse mail ou quelque chose comme ça pour lequel Oui, tout à fait. C'est igem.toulouse@gmail.com. J'ai oublié de la noter. Ok, merci beaucoup. Avec plaisir. Je vois que nous avons une question dans la conversation. Alors, je vais la lire et si d'autres personnes de l'équipe veulent répondre. Donc, vous utilisez les produits de l'électrolyse de l'eau pour faire pousser les bactéries / levures. Comment pensez-vous faire pour produire cette eau une fois dans l'espace dont vous aurez sûrement besoin en grande quantité? Alors, je peux me permettre peut-être de répondre à cette question. En fait, l'idée, c'est d'avoir un système circulaire dans une station spatiale. C'est-à-dire que, en fait, avec cette coculture, en théorie, on n'a pas de perte. Il n'y a rien qui va être jeté. Si on arrive à recycler tout ce qui est urine pour l'azote et qu'on arrive du coup à extraire vraiment le CO2 produit par les astronautes et qu'on limite absolument les pertes vers l'espace, normalement, peut-être qu'il faudra d'autres systèmes, bien sûr, complémentaires, mais normalement, l'eau qui est utilisée pour l'électrolyse n'est pas perdue. Elle sera forcément récupérée quelque part parce qu'elle sera produite, par exemple, au sein des micro-organismes par les différentes réactions au sein des cellules. Voilà, donc en théorie, dans une station spatiale, tout est circulaire, tout est un cycle, rien ne se perd, tout se transforme. Voilà. Je me permets. Ah, pardon. Pardon. C'est pour Je voudrais compléter la ajouter que... réponse. Oui, oui.
Bon, désolée. Là, au sein de l'ISS, il y a déjà la réaction de Sabatier qui permet de produire de l'eau à partir d'éléments de la navette. Et si vous voulez plus d'informations par rapport au recyclage de la navette, vous pourrez retrouver ces informations dans notre exposition virtuelle et en présentiel à la Cité de l'Espace le week-end prochain. Voilà. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que de toute façon, dans les vols de longue durée et les vols au long cours, c'est-à-dire loin de la Terre, il faudra de l'eau à bord. Quoi qu'il en soit, il faudra de l'eau à bord. D'ailleurs, j'en profite pour dire que la réaction de Sabatier, elle a quand même un défaut, c'est qu'elle nécessite une certaine température quand même. Mais il y a d'autres procédés. Jean-Jacques Favier, par exemple, a mis au point un certain nombre de procédés dans son laboratoire. Et donc, il y a d'autres possibilités. Dans tous les cas, il faudra de l'eau. En particulier parce que une des possibilités pour le rayonnement, ce sont des protections liquides. Il se trouve que les particules peuvent être arrêtées par des barrières liquides. Et parmi les pistes, alors il n'y a pas que ça, mais parmi les pistes, il y a des pistes avec d'utiliser un certain nombre de réservoirs comme protection contre le rayonnement. Mais dans tous les cas, il faudra de l'eau à bord. Ça, c'est clair. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas. Oui, peut-être si je peux, si vous m'entendez. Bien sûr. Oui, non, j'avais une question, notamment pour Madame Godard, par rapport à l'environnement que représente l'espace pour les astronautes. Si on fait la somme de tous les problèmes médicaux qu'ils rencontrent, ça ressemble à l'enfer, en fait, quoi. Donc, ma question, c'est est-ce que les conditions sont si éprouvantes que ça? Parce qu'en général, on les voit souriants sur les images, mais est-ce que c'est si dur que ça? Est-ce que c'est une somme de tout ce qu'ils peuvent rencontrer comme problème, mais finalement, ils sont quand même plutôt en bonne santé? Ou est-ce que c'est vraiment, vraiment problématique la situation dans l'espace? Voilà. Voilà. Merci. Voilà, alors en fait, effectivement, c'est vrai que ça paraît assez dramatique. Je vais mettre la vidéo. Voilà. Tout ce que je vous ai annoncé, c'est tous les problèmes que l'on peut rencontrer. En ce qui concerne le système osseux, c'est vrai qu'on a vraiment cette perte osseuse. Alors, bien sûr, ce n'est pas 1%, c'est très variable suivant les localisations du corps. Et comme l'a dit Yves Gorina, que moi, je n'avais même pas mentionné, c'est vrai que ça s'assimile à un vieillissement, hein, un accéléré dans l'espace. Mais n'oubliez pas que la sélection des astronautes est vraiment quelque chose de très difficile. Donc, on a déjà des personnes qui vont dans l'espace qui sont en bonne santé. Pour des voyages de 6 mois, on sait que c'est gérable. 1 an, on l'a vu. Donc, c'est vrai que ce n'est pas facile. Et c'est bien pour ça qu'on est vraiment en train de travailler sur les périodes qui restent des choses les plus critiques, qui sont peut-être les radiations. La nutrition, pour moi, est quelque chose de fondamental parce que si vous alimentez bien votre corps, déjà, vous le préservez contre un certain nombre d'effets secondaires. Et on a parlé de la vitamine A. Je pense que c'est effectivement d'utiliser des antioxydants sera quelque chose d'important. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? L'isolement, comme je vous le disais, en fait, sur la station, n'est peut-être pas si problématique, mais moi, je pense que ce qui va être le plus difficile, vous voyez, c'est sur des vols quand on va vraiment quitter la Terre, quand on ne pourra plus voir la Terre, parce que sur le plan psychologique, on n'a pas trop parlé, j'en ai pas trop parlé, parce que voilà, on y passerait des heures. On ne sait pas trop comment vont réagir les astronautes, parce que jusqu'à maintenant, ils savent qu'ils partent, qu'ils vont revenir. Et comme me disaient certains des astronautes, en fait, tu sais, ma femme, j'ai parlé beaucoup plus avec elle depuis que je suis à bord de la station que pendant tout mon entraînement. Donc, vous voyez, donc les problématiques vont être complètement différentes. La flopée des effets secondaires que je vous ai donnés, c'est effectivement tout le monde ne va pas avoir tous ces effets, ou à minima, et en tout cas, quand ils vont rentrer, ils vont petit à petit, je vais envie de dire qu'en 1 mois, 6 mois, ils retrouvent leur état de base. Voilà. Je ne sais pas si ça répond, parce que il y a tellement de choses à dire. Oui, ça répond. Peut-être juste, si je peux brièvement, une autre petite question, c'est par rapport aux problèmes gastro-intestinaux, est-ce que c'est lié au changement d'alimentation dans la navette ou à d'autres problèmes? Parce que je suppose que si c'est juste un problème de changement d'alimentation, ils doivent probablement commencer à s'entraîner, à se nourrir de la même façon qu'ils vont le faire dans la navette avant pour éviter ça, tout simplement, non? Alors, il y a divers. C'est vrai que là, je vous ai mis ça en générique comme ça. En fait, il y a les problèmes au départ
qui peuvent être liés complètement au changement. D'abord, ils vont moins s'alimenter au départ parce que c'est un petit peu plus compliqué, il faut s'adapter. Et il y a le mal de l'espace, alors qui va durer quelques jours. Après, bon, on peut avoir des constipations. J'ai envie de dire que ce sont un peu les mêmes problèmes que l'on va avoir sur Terre. Et effectivement, on est en train de l'étudier en ce moment. Vous voyez, on n'est pas très en avance là-dessus. Le microbiote. On est en train de se rendre compte que finalement, il va y avoir probablement un grand changement des bactéries à bord. Quand vous êtes confiné, le système intestinal va changer et les bactéries étant vraiment une partie importante. Donc, voilà, c'est ce que je voulais dire par les problèmes intestinaux. Je ne pense pas qu'il y ait nécessairement d'autres… il y a le système immunitaire aussi qui va être altéré. Et je pense que vous voyez, on ne peut pas séparer chacun des systèmes, c'est un tout. L'alimentation, pour répondre à votre question, bon, ils font des tests pour savoir qu'est-ce qu'ils vont préférer plus à bord. Mais à ma connaissance, je ris là parce qu'en fait, on change beaucoup quand ils sont à Baïkonour, qui passent les 2 semaines de quarantaine. Je peux vous dire que l'alimentation, une alimentation russe, bien copieuse, et que nous, médecins, on doit surveiller leur poids pour s'assurer qu'ils ne prennent pas plus de poids pour toujours rentrer dans leur Soyouz. Alors là, ça va changer avec les vols commerciaux, mais il faut quand même rentrer et pas grossir trop. Donc, pour l'instant, l'homme s'adapte bien. C'est ce qu'on dit. Je pense que vraiment, l'alimentation, même si vous la changez au dernier moment, vous allez vous adapter. Mais effectivement, ça pourrait être une des raisons si on a de la diarrhée, par exemple. Mais vraiment, chacun est différent et on va répondre à… Heureusement, ils ont chacun leur médecin aussi pour qu'on soit là vraiment pour s'assurer qu'est-ce qui concerne tel astronaute, pourquoi il a ce problème digestif, qui n'est pas un problème très, très fréquent d'ailleurs. Ok. En tout cas, merci parce que c'est passionnant et puis je pense que ça met en exergue aussi qu'il y a énormément de passerelles ou de liens ou de choses qui devraient pouvoir se faire aussi entre ce qu'on fait en microbiologie sur la place toulousaine et tout ce qui a trait à l'espace. Ce n'est pas forcément un domaine qui est présenté aux étudiants, mais je pense que c'est vraiment dommage parce qu'on a beaucoup de choses à faire et surtout on est sur Toulousain, donc faut qu'on fonce. Merci. Super. D'autres questions? Oui. Je voudrais juste dire qu'à Super-Héros, il y a des gens qui travaillent sur des missions intermédiaires, et en particulier sur le point de Lagrange L2, qui est derrière la Lune, qui est peut-être la marche, parce que la marche pour aller autour de Mars, c'est quand même, comme le disait Brigitte, c'est quand même très, très loin du point de vue de l'éloignement. Il faut se rendre compte que la Terre va devenir un point dans le ciel, à peu près comme on voit la planète Vénus aujourd'hui le soir. Donc c'est quand même difficile de penser que toute l'humanité est concentrée dans un point que l'on regarde. C'est quelque chose psychologiquement qui ressemble à ce que nos navigateurs ont fait quand ils ont passé du cabotage à la traversée de l'océan. C'est quand même assez compliqué. Il y a des étapes intermédiaires et une possible, c'est le point de Lagrange L2 qui est derrière la Lune. Alors, on peut stabiliser un vaisseau spatial sur une orbite de halo autour de ce point de Lagrange. C'est comme si on se mettait derrière une île, derrière l'île de Madère, par exemple, qui est dans l'Atlantique. On s'éloigne du continent, on est derrière l'île, mais en 4 ou 5 jours, on peut revenir sur Terre si jamais il y a un petit souci. Voilà. Donc, ça peut être une étape intermédiaire pour préparer effectivement la psychologie des équipages et des familles. Merci beaucoup. Est-ce que certains parmi vous ont encore des questions? N'hésitez pas. C'est de nouveau Grégory Navarro. En fait, c'est par rapport au réacteur et à votre travail donc, dans le laboratoire. C'est peut-être une question un peu technique, mais quelles sont les conditions environnementales dans lesquelles vous travaillez? Est-ce qu'en termes de température, pression, pour pouvoir obtenir en fait les bonnes sorties de votre système? Les conditions environnementales de notre réacteur? Notre réacteur fonctionne à 33 degrés et à pression atmosphérique. Au niveau des entrées et sorties, je ne suis pas certaine de comprendre spécifiquement votre question. Est-ce que, par exemple, vous devez avoir des entrées sous pression ou en fait, en gros, est-ce que vous rencontrez des contraintes qui sont en dehors des contraintes, enfin de
de la pression, température ambiante. Vous avez répondu. En fait, ce que j'en comprends, c'est que il n'y a pas besoin de monter en pression, il n'y a pas besoin de monter en température. Disons qu'il faut réguler la température. Ça a l'air Il faut facile, en réguler la fait. température à 33 degrés parce Ouais. que la température optimale pour la levure étant de 30 degrés et celle de notre bactérie de 37 degrés, on a dû trouver un compromis. Au niveau des contraintes à respecter, on a également un pH à réguler autour de 5,5 pour convenir aux 2 micro-organismes. Encore une fois, c'est ça, on a dû trouver des conditions de culture qui convenaient à nos 2 micro-organismes. Après, c'est rien de très compliqué. Il faut se rappeler qu'on est quand même en laboratoire, on arrive à le faire tourner, donc on n'a pas eu de contraintes majeures, de mise sous pression. C'est plutôt voilà, des contraintes de culture, certes, mais pas spécifiques. Solène, je peux te compléter peut-être. Il y a quand même des contraintes d'un point de vue du réacteur. Pour la culture, elle n'est pas très compliquée, mais d'un point de vue du réacteur, il y a quand même quelques contraintes que l'espace nous impose, c'est-à-dire le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de phase gazeuse d'un point de vue de sécurité, mais également d'un point de vue d'efficacité du réacteur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas... la physique en microgravité fait que les transferts de gaz vont être moins importants que si les gaz étaient directement dissous. Et vu que les entrées principales de notre système sont des gaz, il faut pouvoir les faire rentrer dans le réacteur de façon immédiatement dissoute. Et pour ça, on pense à utiliser des membranes à fibres creuses pour dissoudre les gaz instantanément dans le réacteur. Et du coup, il va y avoir forcément des contraintes techniques sur ce point-là. On n'a pas résolu toutes les contraintes, mais on sait déjà que dans le réacteur, pour la recirculation du milieu, par exemple, ça induit le fait qu'il y ait des pompes pour faire circuler ce milieu entre les deux réacteurs et que l'aquaculture fonctionne. Et le problème avec les pompes, c'est qu'on va générer du coup une perte de charge et en fonction du type de pompage qu'on va utiliser, la perte de charge sera moins importante, mais du coup, ça impacte quand même la dissolution des gaz et ça peut amener à faire buller. Et du coup, ça, c'est des problèmes physiques, des problèmes d'ingénierie du réacteur qu'on essaye de prendre en compte. C'est pour ça qu'on s'entoure de personnes spécialisées dans le transfert des gaz ou de personnes qui ont l'habitude de travailler avec des réacteurs de coculture, etc. Mais le problème, c'est qu'on a la variable temps et du coup, on essaye de penser au plus de contraintes possibles, mais il y en a forcément qui nous échappent et lorsqu'on en trouve une, et forcément, il y en a une autre qui découle. Donc, les principales contraintes qu'on a sur ce réacteur, c'est la dissolution des gaz et l'impact que ça a, tout ce qu'il y a derrière. Donc, comment est-ce qu'on va les dissoudre, les variations de pression à l'intérieur du réacteur, même si la pression est censée rester... c'est pas des très hautes pressions, c'est pas des très basses pressions, puisque le réacteur est entièrement liquide. Mais ça pose des petits problèmes techniques qui vont impacter les transferts et qui vont donc impacter la biologie. Mais nous, vu qu'on est avec des systèmes expérimentaux qui sont assez basiques et avec des contraintes terrestres, on a du mal à mettre tout ça en place. Comme tu dis, Cécilia, effectivement, moi je pensais aux contraintes de notre réacteur en laboratoire, mais si on considère les contraintes spatiales, il y aura effectivement de très nombreuses contraintes à respecter. Donc il y a les gaz, mais il y a plein de normes en fait spatiales qu'il nous faudra également respecter et qui rajouteront de la complexité à terme dans le projet si on va plus loin après l'AIG. Mais je pense que la réponse de Cécilia a été complète. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Juste une dernière précision, on est bien dans un système fermé. Hein. Okay. Absolument, c'est un système fermé. Il y aura en fait juste une sortie où on filtrera pour avoir récupéré les micro-organismes pour l'ingestion des astronautes et une recirculation du milieu pour pouvoir recycler le milieu de culture.
soutirer les micro-organismes. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, mais effectivement, c'est un système complètement fermé. Entendu. Merci. J'avais peut-être une petite question pour, pour ceux qui sont spécialisés dedans, parce qu'on a vu avec Brigitte Godard, par exemple, les effets de la microgravité sur les astronautes. Et on voit également, là, on vient de voir les effets de la microgravité sur notre réacteur dans l'espace. Et du coup, je me demandais, comme on voit beaucoup dans les films ou dans les œuvres de science-fiction, des systèmes pour mettre en place des gravités artificielles avec des nacelles qui tournent, est-ce que c'est réalisable dans les faits? Est-ce que c'est quelque chose qu'on étudie dans l'aérospatiale, dans les agences spatiales? Oui, alors pour répondre à votre question, Arnaud, effectivement, il y a de nombreux projets, notamment de centrifugeuses aussi, hein, qui ont été essayés. Alors, à MEDES, hein, par exemple, on a une centrifugeuse à bras courts qui permet de voir comment ça va être toléré. Le problème, c'est le poids. Alors, même si on a une petite centrifugeuse, ça va rester quand même quelque chose de lourd. Vous avez bien compris qu'il y a vraiment une contrainte au niveau du poids, de la taille, etc. Après, il reste à savoir, je me bataille, je voulais vous mettre la vidéo. Non, j'arrive pas. Donc, il y a ça d'un côté. Il y a plusieurs, je crois qu'il y avait à bord je sais plus, il y a assez longtemps, ils avaient fait des essais en simulant une centrifugation, en faisant du vélo. Enfin, il y a des projets qui sont toujours en cours là-dessus. Mais il reste quand même beaucoup de choses à voir. Est-ce que, en fait, combien d'heures vous voulez entraîner les astronautes dans cette centrifugeuse? Où est-ce qu'on va répartir la gravité? Est-ce que c'est au niveau du cœur? Voilà. Pour l'instant, il y a encore un certain nombre de contraintes. Mais c'est en cours d'étude. Je voulais dire qu'à Super Héros, on a eu publié là-dessus. Effectivement, la centrifugeuse, c'est extrêmement complexe à cause de M. Coriolis, qui est un passager clandestin qui s'invite à bord, et puis aussi du fait qu'il y a un gradient de gravité qui est assez important finalement entre les parties du corps qui sont près du centre de rotation et celles qui sont plus loin. Alors, il y a eu des discussions qui avaient été faites à une époque avec les médecins du CNES, en particulier avec Bernard Comet, sur la possibilité d'une gravité extrêmement réduite, c'est-à-dire de regarder si de maintenir en continu un niveau extrêmement réduit de gravité, ça ne pouvait pas être bénéfique. Et pour tout dire, hein, on a publié des choses avec des structures poutres de l'ordre de la cinquantaine de mètres de long, donc qui ont été essayées dans l'espace à l'échelle 1 quand même, hein, et qui, entre deux modules, en faisant tourner extrêmement lentement, permettaient de restituer des niveaux de gravité très, très, très faibles. Après, si on peut partager un écran avec une vidéo, je ne sais pas si c'est possible, dans Skylab, il y a une expérience tout à fait étonnante qui a été faite, que je peux vous montrer, où effectivement, alors je vais tenter le coup, je ne sais pas si ça va marcher, de partager l'écran, où vous voyez les astronautes, Skylab avait 6,50 m de diamètre et ils étaient capables de faire leur jogging. Alors, est-ce que vous voyez la vidéo là? Oui. Vous la voyez en statique pour l'instant. Voilà, alors je vais essayer de vous montrer qu'ils faisaient leur jogging en courant sur la paroi. Alors regardez bien, regardez-les. Et regardez celui qui est à gauche là. Regardez-le, vous l'avez vu? Il a réussi pendant quelques secondes à créer une pesanteur artificielle avec sa propre course. Voilà. Donc, vous voyez que ça a été quand même réalisé de manière très, très, très ponctuelle, mais c'est un problème extrêmement complexe. Extrêmement complexe. De toute façon, il y a deux solutions, hein. Soit la médecine va arriver effectivement à maintenir la physiologie dans des limites acceptables, soit il faudra trouver un système de rotation très lente. Il n'est pas question de faire comme dans 2001 Odyssée de l'espace, hein, parce que là, c'est 50 000 tonnes en orbite, c'est pas possible. Mais des habitacles avec une poutre entre les deux qui tournent très lentement, ce n'est pas forcément inenvisageable. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Y a-t-il d'autres curieux qui auraient des questions?
Bon. Je réponds à Grégory du coup dans les messages, mais merci à vous d'avoir assisté et on espère que ça vous a plu d'ailleurs à tous. Ouais, je pense qu'on peut conclure. Donc, merci à tous d'avoir participé à cette conférence. N'oubliez pas de suivre les prochaines étapes de notre aventure iGEM sur les réseaux sociaux. Et merci aux intervenants d'avoir participé à cette conférence et de nous avoir soutenus. Voilà, je vais arrêter maintenant l'enregistrement.